Ah, non, il n'y a pas de diapo. Voilà, maintenant il est bien. Oui, maintenant il est Très bien. très bien. Alors, bonne formation. On va commencer alors. Voilà, ok, merci. Vas-y. Bonjour, Merci. bonjour. Ah, je passe. Voilà, donc juste, je reprends concernant la thématique d'aujourd'hui. On va traiter un sujet très intéressant qui est l'hygiène bucco-dentaire, spécialement chez le patient cancéreux. C'est un travail qui rentre dans le cadre de la prise en charge d'un patient cancéreux. C'est pour cette raison, donc, je voulais commencer mon introduction par cette présentation que la cavité buccale, avec ses différentes composantes anatomiques, que ce soit muqueuse, que ce soit dents, c'est une zone d'impact et un miroir de l'action des différents traitements thérapeutique anticancéreux administrée dans le cadre de la prise en charge des cancers, que ce soit la chimiothérapie, que ce soit la radiothérapie. Et spécialement, j'ai pris le cancer ORL, parce que c'est un cancer qui représente un problème de santé publique en Algérie. Les thérapeutiques anticancéreuses, une fois administrées dans le cadre de la prise en charge des cancers, provoquent au niveau de la cavité buccale des complications ou bien des effets secondaires. Ces effets secondaires et sont très pénibles pour le patient et très décourageants pour le praticien. Donc, cette cavité buccale qui est généralement un siège de pathologie bucco-dentaire, elle devient, chez le patient cancéreux, elle devient très vulnérable et très fragile parce qu'elle devient le siège des complications secondaires des thérapeutiques anticancéreuses. Donc, c'est pour cette raison que le maintien d'une hygiène optimale et d'une santé buccale au cours de la thérapeutique du cancer, elle est cruciale pour le patient et pour l'oncologue et pour le médecin dentiste. Donc, l'objectif principal de ma présentation, c'est déterminer l'importance de l'hygiène bucco-dentaire chez le patient cancéreux tout au long de la thérapeutique anticancéreuse. Donc, j'ai choisi le cancer ORL parce que c'est le cancer des voies aérodigestives supérieures. C'est lorsqu'on traite ce genre de cancer, on a les complications les plus pénibles et les plus importantes, décourageantes pour le patient et pour le praticien. Et j'ai pris le cancer du Cavan. Je voulais juste faire une petite présentation de ce cancer. C'est une pathologie très particulière. C'est une pathologie connue depuis des millénaires. Le type histoclinique le plus fréquent en Algérie, c'est le type ECNT. Donc, sa répartition, ce type de cancer, il a une répartition très contrastée à travers le monde, représentée en 3 zones. Une zone à haute fréquence représentée par la Chine, une zone à fréquence basse, l'Europe, et une zone à fréquence intermédiaire, les pays du Maghreb, dans l'Algérie. Les facteurs étiologiques, la répartition aussi par rapport au sexe, c'est une pathologie tumorale qui touche beaucoup plus le sexe masculin que le sexe féminin. Et l'âge, elle est très rare chez l'enfant et elle est très fréquente chez l'adulte avec un sexe ratio de 2 à 3,5. Concernant les facteurs étiologiques incriminés dans l'apparition et le développement de ce type de cancer, qui est très fréquent en Algérie, on a le facteur génétique, le facteur environnemental, diététique et viral. Le tableau clinique de ce type de cancer est représenté par ce qu'on appelle le trisyndrome, des signes rhinologiques, otologiques et neurologiques. L'approche diagnostique, elle est basée sur une observation clinique détaillée, complétée par des examens paracliniques dont la biopsie représente l'examen complémentaire le plus important. Pronostic de cette pathologie tumorale, elle est simple, le pronostic est simple. Il tourne autour de 40% à 3 ans et 30% à 5 ans. Quelles sont les approches thérapeutiques proposées pour traiter ce type de cancer? Donc, on a cette notion de trépied thérapeutique qui englobe la chimiothérapie, qui est l'administration des molécules antimétotiques pour attaquer les cellules cancéreuses. On a la radiothérapie, c'est exposition de la tumeur au rayonnement. Et on a, dans les cas métastatiques et récidivants, la chirurgie. Les deux thérapeutiques anticancéreuses, la radiothérapie et la chimiothérapie, provoquent au niveau de la cavité buccale des complications. Alors, ces complications concernant la radiothérapie, elles sont réparties en complications précoces, c'est-à-dire en fonction du délai d'apparition, depuis un 0 jour jusqu'à 3 mois, on a des complications précoces et on a des complications tardives, c'est-à-dire même après l'arrêt du traitement, le patient risque de développer des complications secondaires au niveau buccal. Donc, pour les complications précoces de la radiothérapie, pour les cancers ORL, on a la mucite, d'accord, et on a la dysgeusie.
Par contre, pour les complications tardives, on a la carie radique, post-radique, l'ORM, on a le trismus et on a la sécheresse buccale. Pour les complications de la chimiothérapie aussi, on a des complications, mais par rapport aux complications de la radiothérapie, c'est des complications réversibles. C'est-à-dire après l'arrêt de l'administration de la molécule et le protocole et le cycle de la chimiothérapie, il y a une possibilité de récupération pour certaines complications, comme par exemple pour les mucites chimio-induits. On a aussi la sécheresse buccale, d'accord? Donc, diminution de la quantité et la qualité de la salive. La question qui se pose, est-ce qu'il y a un traitement définitif de ces complications qui rendent le traitement du cancer lourd? Malheureusement, ces complications bucco-dentaires, quand elles s'installent, elles vont entraver le protocole thérapeutique oncologique parce qu'il n'y a pas de traitement ni préventif ni définitif de ces complications, surtout pour l'ORM et surtout pour la mucite chimio et radio-induite. Donc, le protocole classique en fonction des guidelines, donc on a l'hygiène buccale, que ce soit, elle a été proposée comme une solution, soit sur un plan préventif, soit sur un plan symptomatique. C'est pour cette raison, on essaie de se poser la question, quelle est la place de l'hygiène bucco-dentaire dans la gestion des complications? Ces complications sont provoquées par la radiothérapie et la chimiothérapie. Elles touchent le patient cancéreux souffrant d'une pathologie tumorale. Donc, quel est le rôle de l'hygiène bucco-dentaire pour éviter et pour intensifier ces complications? Donc, l'hygiène bucco-dentaire et les complications secondaires des thérapeutiques anticancéreuses a été largement discutée et plusieurs travaux scientifiques ont abordé ce sujet. Bon, j'ai pris les trois études qui ont été réalisées dans ce sens. Donc, on a l'étude de Dillers. Donc, Dillers, il a trouvé qu'il y a une augmentation significative de la mucite chez les patients avec un état bucco-dentaire altéré avec une mauvaise hygiène. Durick a rapporté aussi qu'une mauvaise hygiène bucco-dentaire, c'est un facteur favorable pour l'intensité, pour augmenter l'intensité et la gravité des mucites. Epstein, à son tour, par contre, et ses collaborateurs, la même chose. Il a précisé qu'une bonne hygiène bucco-dentaire, elle réduit le risque de mucite. Une étude a été réalisée en 2005 au niveau de notre école sur 80 patients atteints du cancer du Cavant. L'objectif de cette étude qui a été réalisée au niveau de notre faculté, c'est chercher l'implication du facteur dentaire dans l'apparition des complications. Et c'était l'intitulé du travail, les facteurs de risque buccaux de la mucite chimio-induite. Alors, les conclusions, on a trouvé qu'il existe une relation significative entre la fréquence de brossage et l'intensité de mucite, avec un P inférieur à 5%. C'est-à-dire, si le patient se brosse fréquemment au cours des thérapeutiques anticancéreuses, il aura de la mucite, mais avec un grade moindre, tout en sachant que en partant de point de départ, quelle que soit la cavité buccale, dentée ou bien édentée, les molécules anticancéreuses, antimétotiques et la radiothérapie vont provoquer des complications. La problématique, c'est dans le grade de la complication. Il y a de grade 1 jusqu'à grade 4. Il y a des patients qui développent des grades 2, patients grade 3, patients grade 4. Il y a certains facteurs généraux qui ont été étudiés. L'âge, le sexe, la molécule, l'orientation de l'angulation de l'orientation de la radiothérapie. Ça, c'est sur un plan. Sur un plan local, le facteur buccal n'a pas été exposé d'une façon très claire. Actuellement, en effet, c'est une nouvelle piste de travail sur laquelle le premier facteur qui a été étudié, c'est l'hygiène bucco-dentaire. D'une façon générale, d'après l'étude qui a été réalisée au niveau de notre institut, plus le patient se brosse, moins la mucite se développe. C'est-à-dire, avec l'annonce du cancer, l'oncologue, il pense directement au protocole thérapeutique, il demande à son patient de faire le bilan nécessaire pour commencer le protocole. Et le facteur bucco-dentaire, il est tout le temps négligé. C'est-à-dire, je pense actuellement avec les journées de formation continue, avec le travail de collaboration entre oncologues et médecins dentistes, on essaie d'éliminer et de réduire, de modifier cette notion et de responsabiliser le facteur dentaire dans l'apparition des complications et dans l'intensité des complications. C'est pour cette raison que le travail de collaboration avec le médecin dentiste commence avec la pose du diagnostic. Dès que le diagnostic de la pathologie tumorale est posée, on pense au médecin dentiste on va voir pour quelles raisons. D'accord? Donc, ça, c'est dans un cadre partie scientifique concernant les études. C'est pour cette raison, donc, quel est le rôle
de l'hygiène bucco-dentaire par rapport aux complications. Ce n'est pas par rapport à la pathologie tumorale, c'est par rapport aux complications qui s'installent au cours des thérapeutiques. Je précise un point, une complication quand elle s'installe, ça se pourrait qu'elle est réversible, ça se pourrait qu'elle est irréversible. Dans certaines situations, l'oncologue, il se retrouve dans l'obligation de modifier son protocole thérapeutique par rapport à la molécule. Toute modification du protocole, automatiquement, elle va modifier le pronostic tumoral et le pronostic vital est engagé. C'est pour cette raison que je pense, dès la pose du diagnostic, il faut instaurer un plan de travail avec le médecin dentiste afin de réduire l'intensité des complications, étant donné qu'il n'y a aucun traitement préventif et thérapeutique ni validé jusqu'à l'heure actuelle. C'est-à-dire on a juste des propositions, des alternatives thérapeutiques pour gérer ces complications et pour que le patient passe sa thérapeutique oncologique avec moins de souffrance. D'accord? Donc le premier facteur et le premier rôle de l'hygiène bucco-dentaire, c'est un rôle dans la prévention. Prévenir quoi? Je viens de vous dire une chose, c'est les complications, ils peuvent s'installer comme ils peuvent ne pas, enfin, ils peuvent s'installer. Prévenir quoi? Prévenir que le patient se retrouve dans ces situations grade 4, par exemple, de lécitimie induit, et c'est un grade handicapant et très pénible et très décourageant pour le praticien. Donc, une bonne hygiène bucco-dentaire chez le patient cancéreux prévient les lésions secondaires. Comme j'étais en train d'expliquer, qu'avec l'annonce du cancer, le patient, il fait une fixation avec son entourage sur le protocole, sur le risque vital, tout en sachant qu'une seule complication bucco-dentaire, elle peut modifier le risque vital. Donc, je viens de dire que le volet dentaire doit être traité d'une façon sérieuse avec la pose du diagnostic. Le deuxième point de rôle de l'hygiène bucco-dentaire, c'est la gestion. Un patient avec une bonne hygiène, avec un état bucco-dentaire indemne de foyer infectieux, d'accord? Si une complication, elle s'installe, comme la mucite par exemple, on peut la gérer. Donc, on peut la gérer et l'hygiène représente un facteur afin d'éviter cette notion de surinfection des lésions. Une cavité buccale avec des foyers infectieux, avec une mauvaise hygiène, pendant les thérapeutiques anticancéreuses, il y a un risque d'exacerbation des foyers infectieux préexistants qui n'ont pas été traités. Donc là, la situation du patient cancéreux se complique. C'est pour cette raison qu'une bonne hygiène, elle peut réduire ce risque de surinfection et de risque d'exacerbation des lésions préexistantes. Donc, un programme d'hygiène bucco-dentaire doit être instauré, d'accord, dès le dépôt du diagnostic, doit être enseigné à l'équipe de soins, d'accord, l'équipe de soins oncologiques. C'est pour cette raison, tout ce qu'on a depuis l'apparition de cette relation effet secondaire et complications buccales thérapeutiques anticancéreuses, on demande la création d'un centre bucco-dentaire au niveau des centres de traitement de lutte contre le cancer. Donc, il faut une assistance permanente du malade souffrant de cancer, vu ces doléances dentaires, c'est des doléances très pénibles. Donc, le premier point essentiel, c'est instaurer un programme d'hygiène, comme on le fait pour un patient qui souffre de maladie parodontale, par exemple, et quand il consulte pour la prise en charge de cette maladie, le premier point, c'est la motivation à l'hygiène. On instaure un programme d'hygiène bucco-dentaire qui comporte plusieurs étapes afin de participer au traitement de cette pathologie, prévenir cette pathologie et éviter la récidive de cette pathologie. Ça sera la même chose pour un patient cancéreux. La seule différence qui est cette pathologie tumorale, il y a le traitement oncologique. C'est pour cette raison le travail de collaboration entre médecins dentistes et oncologues, il se fait dès la pose du diagnostic, avant le début du traitement, pendant le traitement et à la fin du traitement. Et le professionnel de la santé qui peut accompagner le malade même après le traitement, par rapport aux complications tardives qui peuvent s'installer, c'est le médecin dentiste. Par exemple, l'ORN, elle se développe pas du jour au lendemain après l'arrêt de la radiothérapie. Elle prend tout son temps quand il y a des facteurs de risque qui peuvent apparaître. Donc, elle se déclenche. C'est pour cette raison que le suivi, même après l'arrêt du traitement oncologique, doit être continu pour tous les patients atteints des pathologies des voies aérodigestives supérieures.
Donc, pourquoi instaurer un programme d'hygiène? C'est afin d'optimiser la qualité des soins et accompagner le malade vers la guérison. Je précise, quel que soit le statut moral, quel que soit le pronostic de l'être humain, quel que soit l'état du patient, le malade, il a le droit d'avoir une bouche propre, il a le droit d'avoir une bonne hygiène parce que cette cavité buccale, elle sert chez le patient cancéreux l'alimentation, il apporte certains médicaments nécessaires pour la survie et nécessaires pour son traitement. C'est pour cette raison, même en soins palliatifs, même le malade pour l'accompagnement, on parle des soins d'accompagnement et les soins palliatifs, c'est-à-dire dans un autre sens, accompagner le malade vers la mort, il a le droit d'avoir une bouche propre, une cavité buccale fonctionnelle. Une cavité buccale fonctionnelle, c'est-à-dire une cavité buccale capable d'assurer ses fonctions déglutition, phonation. C'est ce qui est nécessaire pour un patient cancéreux. Donc, et c'est son droit le plus absolu d'avoir une cavité buccale propre et une bouche propre tout au long de son traitement. Et ça ne se fait en collaboration permanente avec le médecin dentiste et l'oncologue. Donc, qu'est-ce qui comporte ce programme d'hygiène bucco-dentaire? Ce que vous voyez ici, c'est un guide d'information qui a été élaboré par moi-même. C'est un guide qui comporte les conseils d'hygiène. C'est comme on a l'habitude de faire, je pense que j'ai affaire à des médecins dentistes qu'on a l'habitude de faire à nos patients, aux femmes enceintes, aux enfants, l'hygiène chez l'enfant, l'hygiène chez la femme enceinte, l'hygiène chez le patient atteint de pathologie générale associée aux maladies parodontales. Donc, j'ai essayé de développer un guide d'information et un guide qui comporte toutes les informations nécessaires concernant l'hygiène pour le patient, spécialement aux patients cancéreux. Et j'aimerais bien que ce travail sera validé au niveau ministériel pour qu'il sera utilisé dans les centres anti-cancer. Ce n'est qu'un petit guide qui sera remis au patient avec sa propre trousse personnelle qui pourra subir son traitement avec moins de gel et avec plus de confort. Donc, je vais vous exposer les étapes étape par étape, qui composent, les chapitres de ce guide. Alors, le programme de motivation d'hygiène bucco-dentaire, il doit comporter 2 éléments essentiels. Comme ça se passe ailleurs, à l'étranger, une trousse individuelle pour chaque patient, d'accord, et avec un guide d'hygiène bucco-dentaire. Donc, on va essayer d'exposer les étapes que comporte ce guide. J'ai essayé de présenter la chose sous forme question-réponse. D'accord? La première question, pourquoi il faut maintenir la cavité buccale en santé pendant le traitement oncologique? Pour 3 raisons. D'accord? Automatiquement, le patient, quand vous allez vous présenter l'hygiène bucco-dentaire, la motivation, qu'est-ce qu'il faut faire? Le patient, il va vous poser une question. Je suis atteint d'une pathologie tumorale, par exemple. J'ai un risque vital engagé. Pourquoi je suis obligé d'avoir une bouche propre? Vous êtes aussi dans l'obligation de lui expliquer ça. Donc, avoir une bouche propre permettra de réduire l'intensité des complications qui peuvent s'installer au cours de la thérapeutique anticancéreuse. Avoir une bouche propre va empêcher l'apparition d'autres foyers infectieux au cours de votre traitement. C'est-à-dire, si une complication peut s'installer au cours du traitement, l'oncologue il sera dans l'obligation d'arrêter le traitement, orienter les malades vers le médecin dentiste, subir un traitement et reprendre. Tout ce temps, c'est une modification du protocole, comme ça se passe avec les biphosphonates. 3e raison pour laquelle avoir une bouche propre, c'est éviter la surinfection des lésions préexistantes. Une question, c'est posé je me suis mis à la place des patients, je me suis dit, ou bien à l'entourage, bon, qu'est-ce qu'ils vont poser comme question? La deuxième question, à quel moment puis-je me brosser les dents? Donc, je vais commencer ma thérapeutique, oncologie. Est-ce que je peux prendre les dents à n'importe quel moment? Combien de fois par jour? Est-ce que le brossage est indispensable? Est-ce qu'il n'est pas indispensable? Est-ce qu'il y a un autre moyen pour le remplacer si je n'arrive pas à me brosser les dents? Et je précise, je parle d'un patient indépendant, c'est-à-dire on n'est pas au stade le patient il est alité, le patient il est dépendant. C'est un patient, je m'adresse au patient autonome dans un premier temps. Le brossage, il est indispensable. Il est essentiel tant pour la prévention que pour la gestion. Par contre, il est contre-indiqué, c'est une contre-indication relative pour certaines situations. Les premiers jours de la chimiothérapie, vous savez que la muqueuse buccale, elle présente un turnover très rapide, c'est-à-dire un temps de renouvellement très rapide. Les molécules anticancéreuses, c'est des molécules antimitotiques, c'est-à-dire elles visent toutes les cellules qui se divisent rapidement dans les cellules de la muqueuse.
Les premiers jours de la chimiothérapie, la cavité buccale, elle se retrouve brûlée. On a cette sensation. D'après le malade, il vous parle d'une notion de brûlure. Donc, très fragile, vulnérable. Les premiers jours, le malade, il n'arrive même pas à mâcher, il n'arrive même pas à parler, il n'arrive même pas à mettre ça, à placer ça, à palper sa muqueuse. Donc, pendant cette période, il y a une contre-indication relative, pas absolue. Et pendant les premiers jours de la chimiothérapie, on peut demander au malade de remplacer ce brossage par un bain de bouche, par un rinçage quotidien d'un bain de bouche. Sinon, on peut recommander au patient d'utiliser une compresse imbibée du sérum physiologique. Il fait ce qu'on appelle le nettoyage de la cavité buccale, soit lui, soit son entourage, pendant les premiers temps, jusqu'à que l'utilisation doit être recommandée. Deuxième condition, qui est une condition contre-indication relative, c'est l'apparition des lésions inflammatoires. Quand le patient il a des ulcérations, parce que la mucite, quand elle s'installe, cet accord commence par un simple irritant, sinon par la suite, apparition des ulcérations isolées, confluence des ulcérations et l'apparition d'une plage avec un fond jaunâtre, et elle peut diffuser jusqu'à, c'est-à-dire faire avoir une mucite diffuse, d'accord? Donc là aussi, le brossage, il est très douloureux, il est pénible. Donc, je ne peux pas obliger le malade d'utiliser une brosse à dents dentifrice pour se brosser les dents. Il y a le rinçage avec un bain de bouche, sinon la compresse, sinon l'utilisation du coton-tige. L'utilisation de coton-tige avec les extrémités de coton, imbibé du sérum physiologique et le nettoyage des surfaces vestibulaires, linguales et palatines. On parle d'un nettoyage de la bouche pour que la bouche soit propre. Autre contre-indication, c'est relatif, c'est pendant la première semaine de la radiothérapie. Même chose, les rayons vont toucher les cellules de la muqueuse et vont provoquer des lésions. C'est pour cette raison que pendant la première semaine de radiothérapie, le brossage aussi, il est contre-indiqué relatif. D'accord? Pas une contre-indication absolue. La question, le malade, il peut me poser la question où je suis en train de parler d'un brossage douloureux, je suis en train de parler des lésions pénibles, avec quel type de brosse à dents je vais me brosser les dents? D'accord? Ici, il faut parler le brossage, il doit être un brossage doux, avec une brosse à dents très souple. Il faut choisir, pour le patient cancéreux, il faut mettre dans sa trousse individuelle et personnelle une brosse à dents très souple. Ça, c'est pour la brosse à dents. On est d'accord pour la brosse à dents. Reste la pâte dentifrice utilisée. Donc, il faut utiliser une pâte qui n'est pas trop fluorée, une pâte non abrasive et elle ne comporte pas des additifs, enfin, des agents, par exemple, additifs, par exemple, un agent blanchissant. D'accord? Donc, ça, c'est les caractéristiques de la pâte dentifrice, peu fluorée, non abrasive et sans additifs. Donc, ce qui est important après le brossage, c'est le rinçage de la brosse à dents. Dès qu'il faut que la brosse à dents doit être rincée et nettoyée après chaque brossage. Et le changement, il faut la remplacer tous les mois. Généralement, pour un patient qui ne souffre pas de pathologie tumorale, on recommande l'utilisation du brosse à dents. Il faut la changer chaque 2 à 3 mois. Là, non, c'est un changement systématique et il doit se faire tous les mois. Autre question, quelle technique de brossage? Pour un sujet sain, quand il se présente et on commence l'enseignement des méthodes, on parle du brossage, indication, contre-indication du brossage, le matériel du brossage qui est la brosse à dents et dentifrice, on passe à la technique de brossage. Ici, le malade, il va vous poser la question, comment je me brosse les dents, madame? Comment je vais, avec quelle technique? Donc, il n'y a pas de technique. C'est-à-dire, le nécessaire, le geste indispensable et le geste important pour moi, pour le patient cancéreux, c'est le geste de se brosser les dents. C'est nettoyer les surfaces dentaires. Donc, le brossage doit être doux, toutes les surfaces doivent être touchées et nettoyées. Donc, si vous voulez le faire du rouge vers le blanc, angulation 45 degrés, ça, c'est pas il n'y a aucune technique spécifique aux patients cancéreux. La seule chose qui a été mentionnée de façon générale, que le brossage doit être régulier, le brossage doit être quotidien et le brossage doit être doux. Et toutes les surfaces doivent être touchées. D'accord? C'est la raison pour laquelle, moi, je voulais juste, ça, c'est une technique assez aléatoire. C'est une photo qui a été placée juste pour vous expliquer que toutes les surfaces doivent être touchées et doivent être nettoyées. La langue aussi. La langue, comme n'importe quelle partie de la cavité buccale, elle se retrouve exposée aux effets. Les mycéties chimio-induites ou bien radio-induites, elles peuvent avoir plusieurs localisations au niveau de la lèvre,
au niveau du palais, au niveau du plancher, au niveau des joues et au niveau de la langue. C'est pour cette raison, la langue aussi, elle est concernée par le brossage, surtout quand il y a l'apparition du film blanchâtre. Ça, c'était pour le matériel du brossage, nécessaire pour le brossage. Généralement, pour un patient, ça, on parle d'adjuvant de brossage. Est-ce que le patient cancéreux, pendant la thérapeutique oncologie, il peut en profiter de ces adjuvants de brossage? Vous savez qu'on a les adjuvants chimiques et les adjuvants mécaniques. L'adjuvant chimique le plus important, c'est le bain de bouche. Parce que quand le brossage est douloureux, je peux le remplacer par le rinçage. Le gargarisme en utilisant un bain de bouche. Mais la question qui se pose, est-ce que n'importe quel bain de bouche, on peut l'utiliser? Ou bien un bain de bouche spécifique? Là, la réponse est, il faut choisir un bain de bouche sans alcool. Parce qu'un bain de bouche avec alcool, c'est un bain de bouche très irritant pour la muqueuse qui est déjà très vulnérable et fragile. Donc, dans les recommandations, il faut utiliser un bain de bouche sans alcool. Généralement, on recommande aux malades d'utiliser un bain de bouche à base de bicarbonate de soude. D'accord? L'utilisation, un rinçage quotidien, toutes les 4 à 6 heures. Donc, on demande au bain. C'est dans un sens, premièrement, humecter la muqueuse buccale, parce qu'on a le problème de la sécheresse qui s'installe. Nettoyer la cavité buccale avec un bain de bouche, plus l'action antiseptique et l'action de bicarbonate de soude. C'est la sursaturation des muqueuses pour la réparation. Le bicarbonate de soude, elle participe à la récupération de la cellule et sa réparation. C'est pour cette raison, il est recommandé d'utiliser un bain de bouche à base de bicarbonate de soude. Ce qui est commercialisé, je pense actuellement, il n'est pas disponible sur le marché, c'est Cafusol. C'est ces ampoules utilisées, c'est des solutions sursaturées en phosphate de calcium utilisées pour réparer les cellules et procurer du phosphate à la cellule. Sinon, on peut demander aux malades de faire ce qu'on appelle des préparations. Et vous avez 3 types de préparations mentionnées ici. Donc, soit elles seront faites par l'équipe de soins oncologiques et remises aux patients dans un flacon. Sinon, c'est l'entourage. Alors, vous pouvez utiliser le sérum physiologique. Il est très efficace pour le nettoyage de la cavité buccale et pour le rinçage de la cavité buccale. Le malade il peut l'utiliser maintes fois par jour. Sinon, il faut utiliser la préparation de l'eau salée. Donc, l'eau salée aussi, elle est très efficace pour la guérison des plaies muqueuses buccales. Hein. Donc, pour la réparation des lésions au niveau des muqueuses buccales, l'eau salée aussi, elle est recommandée en qualité en tant que bain de bouche. D'autres préparations, vous avez la préparation avec bicarbonate de soude. C'est un bain de bouche avec du bicarbonate de soude. Il est très efficace, c'est-à-dire on va demander au malade mettre une demi-cuillère de bicarbonate au niveau 1 litre d'eau et le malade, la conservation se fait 48 heures avant l'utilisation et le malade, il peut se brosser, c'est-à-dire il peut l'utiliser maintes fois par jour. Je précise l'avantage de ces préparations de bain de bouche, qu'il n'y a pas cette notion des effets secondaires, comme on a pour les bains de bouche, par exemple, commercialisés. Donc, il ne faut pas éviter 10 jours à 14 jours, de 10 à 14 jours la posologie, sinon il y aura modification de la flore, l'apparition des effets secondaires. Là, c'est des effets physiologiques, c'est naturel. Le malade, il peut les utiliser fréquemment. Ça, c'était pour les adjuvants chimiques. Donc, on est d'accord que l'antiseptique, il va être sans alcool, et un antiseptique riche en bicarbonate de soude. Si vous ne trouvez pas ces propriétés sur le marché, vous pouvez recommander à l'entourage ou bien à l'équipe de soins oncologiques de préparer ça aux patients. Les adjuvants mécaniques, vous savez qu'on a l'habitude des brossettes interdentaires, le fil dentaire, le cure-dent, les dropisseurs. Est-ce qu'ils sont recommandés pendant la thérapeutique oncologique? Vous avez des éléments à prescrire et des éléments à proscrire. Les adjuvants mécaniques à proscrire, vous avez le cure-dent et vous avez le fil dentaire. Le fil dentaire, il est très irritant pour la papille ainsi que le cure-dent. Donc, il va faire saigner et c'est très douloureux. Et le malade, il a une sensation de douleur avec la sensibilité qui s'installe au niveau dentaire. Donc, la mise en place et le faire passer le fil interdentaire et faire le mouvement de va-et-vient qu'on a l'habitude d'enseigner à nos patients, c'est douloureux. Et nous, on essaye sur un plan ne pas faire frier le malade. C'est-à-dire, si c'est douloureux, il va automatiquement arrêter le brossage. Et ce n'est pas ça notre intérêt. Nous, on cherche à insister sur l'action déjà de nettoyer la bouche et d'avoir à l'esprit l'importance de l'hygiène bucco-dentaire. Voilà, donc je suis malade, j'ai une pathologie tumorale, je suis sous chimiothérapie,
ma cavité buccale, je dois tenir compte de ma cavité buccale, cette cavité buccale qui va me permettre de parler, qui va me permettre de manger, qui va me permettre de prendre certains médicaments pendant mon protocole thérapeutique. C'est ça ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche à partir de l'objectif, c'est à partir de ma conférence, c'est déjà instaurer le programme, sensibiliser le malade cancéreux, informer le malade cancéreux et par la suite, on passe à l'étape de l'enseignement. S'il est informé sur l'importance de l'hygiène bucco-dentaire, c'est un acquis. Donc, s'il est sensibilisé, c'est-à-dire il est conscient de l'importance de la cavité buccale avec l'hygiène pendant la thérapeutique oncologie, c'est un deuxième acquis. Et s'il le pratique, c'est automatiquement, c'est le troisième acquis. Et je pense que l'objectif, il est atteint et on parle d'un bon accompagnement, même si on ne traite pas, même si on ne fait pas de détartrage, même si je n'enlève pas des dents, même si je ne traite pas la carie dentaire, mais la clé angulaire de la prévention et de la gestion, elle est là, qui est l'hygiène bucco-dentaire. Donc, je reprends avec les moyens d'hygiène à proscrire. Vous avez le site dentaire et vous avez le cure-dent dentaire à proscrire. Par contre, les brossettes interdentaires, d'accord, elles peuvent être utilisées pour faciliter le nettoyage de l'espace interdentaire ainsi que le coton-tige. Voilà, je vous ai fait juste, ça c'est une présentation d'une trousse personnelle d'un patient. Vous avez bon pour les lèvres, vous avez un flacon qui comporte une solution bicarbonatée, vous avez dentifrice à base je voulais juste, c'est pas la marque, hein, j'ai juste placé un tube de dentifrice, mais nous on cherche dentifrice non abrasif, peu fluoré et sans adjuvant. Voilà, donc les gestes que je viens d'expliquer depuis tout à l'heure et le programme d'hygiène bucco-dentaire, il ne sera efficace chez le patient cancéreux s'il n'est pas accompagné par d'autres gestes dentaires nécessaires, comme par exemple l'élimination des foyers infectieux avant le traitement, la réalisation des gouttières pour l'utilisation de la fluorothérapie, d'accord, pendant le traitement. Donc, il faut la gestion des complications. Le premier point de la gestion, c'est l'hygiène bucco-dentaire. Voilà, vous avez l'image du césar de bain de bouche. Et vous avez le laser, c'est pour la gestion. Donc, c'est ça dans un cadre. Voilà, l'intérêt de la gestion aussi, c'est en cas de surinfection, traitement antifongique, antiviraux et antibiothérapie. Voilà, après le traitement, donc l'hygiène reste aussi un facteur très indispensable pour la prise en charge du patient cancéreux, que ce soit pendant la pose du diagnostic, avant la pose du diagnostic, pendant le traitement et après du traitement, reste la surveillance, reste l'hygiène très important. C'est pour ça il faut programmer des campagnes de sensibilisation et de suivi des patients cancéreux quotidiennement, normalement avec des tables rondes, avec des séances de travail, avec la présence des spécialistes, des équipes de soins oncologiques et des dentistes pour participer et mettre ce programme d'hygiène bucco-dentaire sur terrain. Pourquoi pas passer chaque semaine, regrouper un groupe de patients, les motiver, leur montrer les méthodes de brossage, leur donner des moyens d'hygiène bucco-dentaire pour les pousser à les utiliser et les revoir avec une fiche d'évaluation de l'hygiène. Cette fiche d'évaluation d'hygiène, elle est placée dans mon guide d'évaluation. C'est une fiche d'évaluation avec des indices d'hygiène pour voir est-ce qu'il y a une amélioration, est-ce qu'il y a une diminution de l'indice, est-ce qu'il y a une prise de conscience de l'importance de l'hygiène. Ça, c'est pour la bonne prise en charge du patient cancéreux. Que ce soit l'oncologue, que ce soit le médecin dentiste, notre intérêt est commun. C'est accompagner le malade cancéreux pendant sa thérapeutique lourde. Pendant sa thérapeutique oncologique lourde, l'accompagner avec moins de gêne. Et nous, en qualité de médecin dentiste, on parle du gêne dentaire, mais c'est plus un problème de bobo dentaire chez le malade oncologique. Il y a l'ORN, le patient il peut passer par une ORN, il peut ne pas passer par le cancer, il peut passer par une mucite diffuse, qui provoque l'arrêt du traitement, l'arrêt de la prise des médicaments, le malade ne mange plus, il peut passer par une mucite, il peut ne pas passer par le cancer. C'est pour cette raison que la prise de conscience de l'oncologue et du médecin dentiste de l'importance de la cavité buccale dans la prise en charge du patient cancéreux, c'est primordial. Donc, je vais vous présenter une fiche de collaboration qui a été élaborée par moi-même. C'est une fiche de collaboration entre l'oncologue et le médecin dentiste. Ça, c'est pour un patient chimiothérapie, donc avec une séance de consultation de suivi. L'oncologue, il place le nécessaire concernant la tumeur, concernant la molécule, concernant la radiothérapie de l'orientation, le bilan, et à son tour, le médecin dentiste regarde et fait son observation, il réalise son traitement et il insiste sur la partie qui est l'hygiène bucco-dentaire, voilà, et ce que vous voyez ici, donc au niveau de cette partie-là,
c'est les consignes et les recommandations à hydrater les lèvres, utiliser les dentifrices, sucer des glaçons. Ça, c'est la prise en charge de la sécheresse buccale. Donc, c'est des consignes dentaires pour chaque complication capable de surgir au cours de traitement. Donc, c'est des consignes. Et cette fiche, elle doit être donnée au patient avec la trousse individuelle. Donc, s'il a un petit problème dentaire, c'est pas la peine de libérer le malade, le faire une consultation dans un service spécialisé. Il a les consignes nécessaires sur la fiche de collaboration. Et cette fiche collaboration, elle doit être normalement validée au niveau ministériel, pourquoi pas, et au niveau des services, au niveau des CHU, pour faciliter et améliorer la prise en charge du patient cancéreux. Voilà, donc je vais terminer ma conclusion pour une chose. Un patient cancéreux, il a le droit d'avoir une bouche propre et fonctionnelle, quel que soit le pronostic vital et quelle que soit la nature des soins. Le médecin dentiste doit rester en contact permanent avec son patient, même après la fin des traitements oncologiques. Et je précise, grâce à une bouche propre, vous pouvez apprivoiser votre cancer. Et je vous remercie. Je vous remercie. Alena, merci à vous. Shadia. حط له هنا شات 140 ودي يجي لنا باش يشوفوا لي ما كانوش Bonjour, est-ce que vous m'écoutez? Oui, professeur. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Bon, on voit sur le chat, il n'y a pas de questions, je pense. Normalement, moi, je vois que c'est une condition importante. Est-ce que le chat est affiché sur le Oui, l'écran? oui, il est affiché, madame. Donc, je vois que Il est affiché, le chat. Pas de questions? Alors, chers participants, si vous avez des questions, écrivez les questions sur le chat. Magda, on va lancer un petit débat. C'est le cas, soit un patient avec une complication à rage de en plein phase thérapeutique. Juste, il y a une question, c'est si dans le cas où on reçoit un patient avec une complication sévère, rage de dents, une cellulite, en plein phase thérapeutique, quelle est la conduite à tenir?
La problématique, on aurait pu éviter cette rage dentaire ou cette cellulite si une bonne préparation elle a été faite dès le début. S'il y avait une concertation étroite entre le médecin dentiste et l'oncologue. Normalement, avec la pose du diagnostic, une orientation tumorale, hein, une orientation est obligatoire vers le médecin dentiste pour faire une évaluation de l'état bucco-dentaire. Je l'ai mentionné. Donc, avant le traitement, avant d'entamer le traitement oncologique, c'est une consultation dentaire, c'est obligatoire à la recherche des foyers infectieux, à la prise en charge dentaire, afin d'éviter l'apparition d'une cellulite et d'une rage de dents. Malheureusement, dans certaines situations, l'oncologue ne joue pas son rôle pour orienter le malade, il néglige le volet dentaire et il se retrouve confronté à gérer une complication comme une rage de dents, une cellulite au cours de traitement. Laisser le patient souffrir, c'est pas normal. Arrêter le traitement, libérer le malade pour faire la prise, c'est pas normal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le malade pendant la thérapeutique. Il se retrouve en aplasie médulaire. Maintenant, son système immunitaire est épuisé. Donc là, on ne peut pas agir. Donc, il faut faire les soins d'urgence afin de le soulager. Quand on arrête, surtout par exemple pour le cycle de la chimiothérapie, il est de 21 jours, après l'arrêt de cycle de chimiothérapie, s'il y a récupération médulaire, donc on peut le récupérer et traiter le malade. Si en phase thérapeutique et en aplasie médulaire, c'est une contre-indication absolue de le prendre en charge, sauf pour gérer l'urgence. L'urgence, c'est juste ouvrir la cavité buccale si c'est une rage de dents, essayer de faire un petit geste d'urgence. Si c'est la cellulite, il faut faire un petit geste d'urgence en attendant la récupération. Vous pouvez vous afficher là. Concernant la fiche du patient cancéreux, ok. Ok, je vais vous afficher la fiche. Enfin, il y a une fiche de collaboration oncologue médecin dentiste pour la chimiothérapie, oncologue médecin dentiste pour la radiothérapie, oncologue médecin dentiste pour les biphosphonates. Parce qu'on n'a pas les mêmes complications. Pour les biphosphonates, donc, vous savez tous cette notion d'ostéoradionécrose, cette notion d'ostéochimionécrose qui s'installe. Donc, il y a une fiche clinique et de collaboration spécifique. La chimiothérapie aussi, elle est spécifique et la radiothérapie, elle est spécifique. Je vais essayer de la... Pour pâte dentifrice, j'ai mentionné pâte dentifrice peu fluorée, pas sans fluor. Pour les débats. Non, je viens de répondre à les questions. Je suis en train de répondre aux questions. Un texte pas oral. Très bien. Ok, merci. Vous restez là, juste pour, il y a une question sur l'utilisation d'un dentifrice sans fluor. J'ai mentionné dentifrice peu fluoré, pas sans fluor, peu fluoré. Donc, que ce soit fluoré ou bien non fluoré, enfin, ce qui est mentionné dans la littérature est de préférence d'utiliser un dentifrice peu fluoré. Le dosage de bicarbonate, c'est une demi-cuillère à soupe. Une demi-cuillère à soupe de bicarbonate dans un demi-litre d'eau. Donc, un bon rinçage, c'est tout. Il faut instaurer un traitement et une remise en état de la qualité buccale. Enfin, avant le traitement, pour les métastases osseuses, c'est ce qui est le tout qui entraîne une autre. Donc, ça, c'est pour la question. Il y a une autre question. Oui, je suis tout à fait d'accord concernant un traitement, une remise en état bucco-dentaire. Donc, c'est indispensable. Le premier geste, c'est indispensable. La remise en état de la cavité bucco-dentaire chez le patient cancéreux, c'est indispensable avant le début du traitement. La dernière fois, on a participé dans une journée de formation continue ORL, prise en charge des cancers ORL pluridisciplinaires. La première conférence, c'était la conférence avec ça a été présenté par moi-même, le rôle du médecin dentiste dans la prise en charge des cancers ORL. Donc, on joue un rôle très, très important. Parce qu'un médecin ORL, tumoral, oncologie tumorale, il peut arrêter le traitement si un problème dentaire s'installe. C'est pour cette raison que n'importe quel oncologue, avant de commencer la thérapeutique et son protocole thérapeutique, il est dans l'obligation d'orienter le malade vers un médecin dentiste. Étant donné que sur place, maintenant, des médecins dentistes sur place, au niveau de centres anti-cancer, l'orientation, elle est obligatoire. Elle est obligatoire pour une intervention cardiaque. C'est le certificat dentaire, il est obligatoire avant de commencer le traitement oncologique. Afin d'éviter des complications
qui peuvent s'installer au cours de la thérapeutique. La technique du brossage spécifique, non. Il n'y a pas une technique de brossage spécifique. Le geste, déjà, le fait de se brosser les dents, c'est très bien. Si le malade comprend que le brossage est important, c'est déjà un acquis. Donc, le principe, c'est que le brossage doit être doux, c'est-à-dire sans frottement, sans force, doit être doux parce que la muqueuse, elle est très vulnérable et très fragile. Donc, il n'y a pas une technique spécifique aux patients cancéreux comme pour un patient sain, la technique de base de modifier et de Stillman. C'est le geste, c'est l'action du brossage, c'est l'action de nettoyage qui est indispensable. D'accord? Y a-t-il des démarches à suivre avant l'extraction d'une dent? Chez un patient cancéreux, alors avant l'extraction d'une dent, chimio ou bien une radiothérapie, ou bien sous biphosphonate. Vous savez, les biphosphonates restent greffés au niveau de l'os pendant 10 ans. Et le malade, il n'a pas le droit de faire des extractions. Actuellement, avec l'apparition d'une nouvelle technique qui est PRF, l'utilisation du PRF, on peut, chez un patient qui a subi de la radiothérapie, que ça date depuis 3 ans, 4 ans, on peut faire des extractions contrôlées et on place la membrane de PRF au niveau du site afin de favoriser une cicatrisation osseuse et favoriser une cicatrisation osseuse et une cicatrisation muqueuse pour ne pas avoir de l'ostéochimionécrose. Mais il faut instaurer des chirurgiens dentistes au niveau des becs parce que la première étape avant le début. Oui, c'est important. Oui, normalement, oui. Normalement, au niveau de chaque centre anti-cancer, vous savez qu'au niveau en Europe et en France, je suis partie en France, il y a un centre dentaire qui est fonctionnel 24 sur 24. Il y a ce qu'on appelle le numéro vert. Un numéro vert, il est mis à la disposition des patients, que ce soit hospitalisés, que ce soit des patients qui se traitent pour la pathologie tumorale à domicile. Donc ça, ce numéro vert, votre dentiste est à votre disposition pour n'importe quel souci dentaire. C'est-à-dire, vous pouvez l'appeler à n'importe quel moment. Une sécheresse buccale, une irritation, vous n'arrivez pas à avaler, vous n'arrivez pas à parler, votre bouche qui n'est pas humectée. Donc, vous pouvez l'appeler à n'importe quelle sensation de brûlure, sensation de gêne. Ça, normalement, c'est obligatoire. Le médecin dentiste, il doit être en contact direct. Il ne peut pas être en contact direct, sauf s'il est au niveau d'un centre de lutte contre le cancer. D'accord? C'est pour cette raison que la collaboration, elle doit être faite à des hauts niveaux pour par la suite parler d'une collaboration faite sur terrain. S'il vous plaît, quel autre antibiotique? Et quelle est l'indication du PRF? Alors, PRF, généralement, vous savez, l'utilisation du PRF en médecine dentaire, elle est utilisée, par exemple, nous, en parodontie, on utilise PRF pour les comblements, PRF pour les lambeaux, pour la cicatrisation osseuse, parce qu'elle comporte des facteurs de croissance. Et des facteurs de croissance qui vont se transformer en cellules, et ces cellules vont favoriser ce qu'on appelle la régénération. Donc, au niveau d'un tissu qui est un tissu osseux qui a été exposé à la radiothérapie, l'os, il se retrouve nécrosé. Il est nécrosé. D'accord? C'est pour cette raison que quand on fait une extraction, la plaie, elle reste ouverte, l'os, il est exposé, il y aura la surinfection, et par la suite, on tombe du problème de l'ostéonécrose. L'utilisation du PRF après l'extraction, c'est-à-dire on fait un prélèvement de sanguin du patient, passage du tube au niveau de la centrifugeuse, on obtient une membrane. En cette membrane, on va essayer de la nettoyer et la mettre au niveau du site d'extraction, au niveau de l'alvéole et suturer. Et là, on a de très bons résultats concernant la cicatrisation muqueuse et la cicatrisation osseuse. Si automatiquement vous avez une centrifugeuse et vous recevez des patients qui ont subi un traitement de radiothérapie, mais qui est un de radiothérapie, il faut demander la date de l'arrêt de la radiothérapie, un bilan biologique. S'il y a une récupération de la formule biologique, vous pouvez faire pratiquer votre extraction normalement. D'accord? Vous pouvez utiliser pour l'antibiotique, vous pouvez utiliser n'importe quel antibiotique à spectre large. L'amoxicille, elle donne, les macrolides, ils donnent des très bons résultats. Mais tout dépend de la raison pour laquelle vous allez utiliser l'antibiotique. C'est pour quelle raison? Quand il y a une surinfection, oui, vous pouvez utiliser, même l'augmentant aussi, il donne des très bons résultats. Mais généralement, on a des on a des stomatites, des candidosa, des stomatites à candida albicans. C'est que généralement, on a beaucoup plus tendance à traiter avec des antifongiques qu'avec des antibiotiques. Parce que l'antibiotique, c'est dans le cas de la surinfection des lésions. D'accord? Donc, de la surinfection de lésions. Sur les chimioradiothérapies,
Donc, il n'y a pas de relation entre la chimio, la radiothérapie et l'antibiothérapie, c'est en fonction de quelle doléance dentaire il souffre le patient. D'accord? Enfin, il y a quelqu'un qui a mentionné qu'il faut éviter d'arrêter les surinfections parce que cela retardera le traitement chimio-radiothérapie selon l'intérêt du patient. Oui. Les surinfections, pourquoi elles s'installent? Elles s'installent soit qu'elles s'installent au niveau d'une bouche qui n'a pas été traitée avant le traitement, enfin avant la thérapie cancéreuse, c'est-à-dire une maladie parodontale qui n'a pas été traitée, soit c'est un foyer infectieux préexistant qui a eu l'exacerbation pendant la chimio-radiothérapie, d'accord? Donc toutes ces raisons donc expliquent la surinfection des plaies, la surinfection des lésions. C'est pour cette raison qu'avant de commencer, étant donné que le protocole prend du temps pour la programmation du patient, pour le traitement chimio-radiothérapie avec la pose du diagnostic, pendant la réalisation de la scintigraphie, téléthorax, le bilan biologique, pourquoi pas orienter votre malade pour un dentiste pour un avis dentaire? Avis dentaire et une préparation dentaire, hein. C'est obligatoire. Le avant, pendant et après. Une mise en état de la cavité buccale, traitement des caries, traitement d'eau des dents mortifiées, récupération, restauration prothétique, tout, tous ces actes doivent être réalisés avant de commencer le traitement, c'est-à-dire pendant la préparation du dossier médical. Et le malade, il a le temps de penser à sa cavité buccale, la traiter, parce qu'après, une fois le traitement entamé, le traitement dentaire devient pénible. Et la décision d'arrêter le traitement et libérer le malade, c'est pas dans l'intérêt du patient. Donc, il faut faire des consultations périodiques chez les dentistes. Oui, le malade, oui. Oui, le patient, pour le patient cancéreux. Donc, il faut faire une consultation. C'est obligatoire, la consultation dentaire, avant de commencer le traitement. Surtout actuellement, par l'apparition des nouvelles molécules, euh, des molécules pour le traitement des métastases osseuses. Donc, on a des molécules au l'ostéochimionécrose et de règles. Les deux règles, la s'appelle de règles. Et la fréquence d'ostéochimionécrose, elle est en augmentation de jour en jour et d'une année à une année. Donc, la préparation dentaire reste la seule clé de prévention et de gestion de ce genre de complications pour l'intérêt du patient. Je vous assure que j'ai vu un cas où le patient est passé par une mucite chimio-induite, c'est compliqué par une ostéonécrose et n'est pas passé par le cancer. C'est-à-dire il est mort par la chimio-induite qui a provoqué des complications très graves et n'est pas passé par le cancer. Donc c'est pour cette raison qu'on ne parle plus comme avant. Avant, le problème dentaire, c'était un boubou dentaire par rapport aux complications qui s'installent avec la chimiothérapie, complications rénales, complications cardiaques, complications pulmonaires. L'importance elles sont aussi importantes que les autres complications générales. Pouvez-vous nous parler plus du PRF après exit? Vous savez que le PRF, c'est une nouvelle technique. Elle est utilisée dans les disciplines généralement dans l'esthétique et pour régénérer les tissus. Elle est utilisée en médecine, elle est en dentaire. Le PRF, elle a trouvé son indication dans le traitement des défauts osseux. Des défauts osseux provoqués par la maladie parodontale, par exemple. Je vous donne cet exemple, où on peut faire, par exemple, au lieu de placer un matériau de comblement pour combler le défaut osseux qui a été provoqué par la maladie parodontale, on peut faire ça et l'associer avec PRF. D'accord? C'est un résultat, c'est une membrane qui est très riche en fibrilles. Euh, c'est des produits, c'est des facteurs de croissance. Alors, suite à un prélèvement, vous demandez à votre assistant de faire un prélèvement sanguin. Vous le faites passer à la centrifugeuse. Il y a une programmation bien précise pour obtenir le PRF. Par la suite, vous récupérez la membrane, vous allez la préparer, d'accord,
avec un matériel spécialement nécessaire pour la préparation de la membrane pour les extractions. Votre entre-temps, vous faites l'extraction de votre patient, vous nettoyez l'alvéole, hop, et vous plongez la membrane. C'est comme les éponges hémostatiques. Vous allez la placer au niveau de l'alvéole et vous suturez. Et vous libérez votre malade. Le malade, il a un risque moindre de développer une ostéonécrose, chimonécrose ou bien une ostéoradionécrose. Il a un risque moindre. Au lieu d'attendre 5 ans pour faire l'extraction, bon, au lieu de dire au malade, après la radiothérapie, on ne peut pas vous toucher. Il y a cette solution thérapeutique actuellement. C'est une technique très récente. Elle est utilisée pour éviter l'ostéochimionécrose. Voilà, ça c'est concernant la PPRE. Non, la bétadine verte, elle est indiquée pour les maladies parodontales. Elle est indiquée pour les maladies parodontales parce qu'elle attaque les bactéries parodontopathogènes. Donc, elle est très active sur les bactéries parodontopathogènes et généralement les bactéries anaérobiques en sous-gingivale. D'accord? Donc, par contre, en ce qui nous concerne, c'est la plaque supragingivale. D'accord? C'est pour cette raison que le gargarisme, le rinçage, l'utilisation fréquente du rinçage va automatiquement nettoyer la cavité buccale. Elle n'a pas d'efficacité sur les lésions provoquées par les thérapeutiques anticancéreuses, la bétadine verte. C'est généralement en parodontie. Quand faut-il faire l'exo après chimiothérapie? La chimiothérapie, vous pouvez faire les extractions. Premièrement, les complications de la chimiothérapie, c'est des complications réversibles. Et la chimiothérapie, c'est cyclique, c'est des cycles. Le malade, il a un cycle de 21 jours. Après, il arrête le cycle. Il attend un moment de récupération. Il reprend le cycle. Vous pouvez programmer votre malade entre deux cycles. D'accord? Quand il y a entre deux cycles. Pendant les cycles, il y a ce qu'on appelle la plasie médulaire. Les globules. Les globules rouges, c'est-à-dire la formule biologique, on a plasie médulaire. Le système immunitaire, il diminue. Donc, on attend la récupération de la formule biologique pour pouvoir travailler afin d'éviter les infections. Donc, de préférence, de programmer l'extraction entre deux cures, d'accord, et après récupération médulaire. Pour les mucites, il faut juste, permettez-vous d'enregistrer là, s'il vous plaît, permettez-nous, je fais la réunion, je suis ratée la parce que on peut faire les médicaments éviter de parce que je suis un juste, je précise, pour la mucite, il n'y a aucun traitement préventif ni thérapeutique validé. Donc, on n'a que des solutions thérapeutiques. Au lieu d'utiliser le Dactara, enfin, généralement, n'a pas été proposé comme solution pour les mucites. Il y a la vitamine E, vous pouvez l'utiliser. Elle est très efficace. Il y a la phytothérapie qu'on peut l'utiliser aussi pour le traitement des mucites. Il y a la camomille utilisée aussi sous forme de solution avec rinçage. Elle donne de très bons résultats pour les mucites. Et vous avez le traitement. Le traitement le plus efficace actuellement, c'est le laser. Donc, le laser, c'est une solution thérapeutique, un laser à basse énergie, très efficace pour le traitement de la mucite. Donc, si votre malade souffre de mucite, vous pouvez l'orienter vers le médecin dentiste pour faire des programmations des séances de laser. Alors, pour les AF, les médicaments évités de prescrire chez un patient cancéreux. Pour les AF, quels sont les traitements? Combien de temps garder les préparations pour les bains de bouche? Le laser, c'est juste, je vais vous parler du laser. Il y a une question qui concerne le est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication à l'usage du laser par rapport aux différentes phases? Quelle phase? Phase de la chimiothérapie? Non, vous pouvez programmer votre malade. Le laser, il a plusieurs propriétés. Il est anti-hémorragique, il est anti-douloureux et anti-inflammatoire. Donc, pour toutes ces propriétés, on peut en profiter pour traiter cette mucite. C'est-à-dire, si la mucite, elle s'installe,
Vous demandez à votre malade de passer voir le dentiste pour faire des séances de laser. C'est une application de 2 à 3 minutes avec un programme, hein. Pour les mucites, on a un programme bien établi jusqu'à la guérison de la plaie. D'accord? Donc, par rapport à la phase, il n'y a pas de relation avec la plasie médulaire. Non. Vous pouvez orienter. C'est le traitement d'urgence. En France, il est utilisé comme le geste d'urgence. Et on l'utilise pour la préparation du patient à la chimioradiothérapie. On l'utilise pour le traitement de la mucite. Hmm. Merci beaucoup, docteur. On les voit après. Alors, qu'est-ce qu'on peut prescrire en cas de complications post-radiques à part les bains de bouche? Vous savez qu'il y a plusieurs complications post-radiques. Pour chaque complication, il y a une gestion préventive et une gestion thérapeutique. La mucite, elle a une gestion préventive et gestion thérapeutique. La xérostomie, elle a une gestion préventive et gestion thérapeutique. L'ostéoradionécrose, elle a une gestion préventive et gestion thérapeutique. C'est tout dépend de la complication. Donc, il y a peut-être des moyens qu'on peut éviter, on peut prévenir, on peut réduire l'intensité. C'est-à-dire, il n'y a pas un traitement global pour toutes les complications en même temps. Les bains de bouche, il est indiqué pour toutes les complications. L'utilisation des bains de bouche rentre dans le cadre de la programmation du programme d'hygiène bucco-dentaire. D'accord? J'attends encore vos questions, si vous avez des questions. Interaction médiane. Observation de infligée. Alors, concernant l'interaction de la sécurité, évitez ça, surtout pour les impressions et patients de traitement. Ah, d'accord. Concernant la préparation faite à la maison, bon, vous pouvez que chaque 48 heures, vous pouvez la faire, c'est-à-dire c'est rien du tout. Chaque 48 heures, 72 heures, sauf si le patient il est hospitalisé, donc vous allez faire une préparation chaque 72 heures. Par exemple, ici au niveau du CAC, l'équipe de soins font des préparations chaque 48 heures. Et qu'est-ce qu'ils font en plus? Qu'est-ce qu'ils rajoutent en plus? Avant, ils mettaient du fengisone. Comme le fengisone, il a montré aucune efficacité pour prévenir la mucite. Actuellement, on a supprimé fengisone en maintient que l'eau salée ou bien le bicarbonate de soude au niveau d'un demi-litre d'eau. Donc, vous pouvez la changer sur 48 heures. Alors, conduite à tenir devant une patiente candidate à une radiothérapie. Premièrement, consultation dentaire. Récupération du dossier de la patiente. euh, Mise en contact avec l'oncologue, le radiothérapeute. Généralement, le radiothérapeute, en fonction le traçage, en fonction de la tumeur aérodégitée supérieure, il peut prévoir, par exemple, que les glandes salivaires vont être touchées, les dents vont être touchées, quel type de glande va être plus exposée, est-ce qu'il aura une xérostomie ou pas. Et là, vous, en qualité de médecin dentiste, vous allez faire une préparation bucco-dentaire, éliminer tous les foyers infectieux, réalisation une gouttière de fluorothérapie, d'accord? Cette gouttière, je vous ai montré tout à l'heure le dispositif actuellement. On travaille avec un dispositif pour la réalisation des gouttières avec des plaques en plastique, d'accord, pour la fluorothérapie. Et, et la mise en place de ces gouttières avant la radiothérapie, élimination des foyers infectieux, motivation à l'hygiène, programmation, et, et faire le suivi. Si les complications s'installent, vous allez intervenir sur place pour les gérer, gestion d'urgence. D'accord? Il y a des complications pour la radiothérapie. La carie, par exemple, elle peut s'installer après la fin du traitement. Comment elle peut se développer? La fragilité dentaire, la chute des dents, les fractures dentaires, tout ça peut se faire pendant le traitement.
Alors, quelles sont les précautions à prendre avant la chimio ou la radiothérapie lors d'un acte sanglant? Précautions à prendre avant la chimio-radiothérapie lors d'un acte sanglant. Si le malade avant chimio-radiothérapie, donc c'est un sujet qui n'a pas de... Pendant peut-être, vous voulez dire pendant la chimio-radiothérapie. Alors, si le malade, il est en chimiothérapie, la conduite à tenir pour traitement de cellulite ou d'une rage de dents, là, vous ne pouvez rien faire. Vous allez attendre la récupération, faire une médication, d'accord, un antibiotique, prescription d'un antibiotique juste pour soulager le malade, c'est tout. Vous ne pouvez rien faire. Et vous pouvez éviter cette situation critique pour vous, pour l'oncologue et pour le patient, cette souffrance, en faisant une bonne préparation bucco-dentaire avant de commencer le traitement oncologique. Alors, c'est un flacon, un quart du flacon plus 20 gisants, un demi-flacon, une carte de lidocaïne, une sachet d'aspirine. Alors, la préparation que j'ai fait toute ma carrière, c'est un flacon, un quart de flacon. Vous savez, pour les préparations, moi, tout à l'heure, j'ai parlé de la préparation, c'était juste préparation pour le rinçage. Préparation bain de bouche pour le nettoyage, c'est pas une préparation pour le traitement des mucides. Parce que pour traiter les mucides, on a plusieurs solutions. On a plusieurs traitements. Ça passe d'une simple phytothérapie aux recettes de grand-mère jusqu'à un traitement commercialisé, un médicament commercialisé. Comme il n'y a pas de solution définitive pour la mucide, on essaie de chercher des solutions. Votre solution fengizone, calcul d'anesthésie de l'aspigite, si on peut l'utiliser, mais pourquoi vous rajoutez le fengizone? Fengizone évite tout ce qui est fongique. Et la mucide, c'est pas fongique. La mucide, c'est pas fongique. C'est pas le candidat, c'est pas un champignon qui provoque la mucide. C'est pour cette raison, fengizone, il n'a pas d'intérêt. Par contre, si vous me dites la lidocaïne avec de l'aspigite, oui. Oui, c'est une possibilité c'est juste pour traiter la douleur dans ce sens. C'est pas réparer la lésion, la lésion cellulaire. Bon, quand je parlais de la bicarbonate de soude, c'est pour réparation de la cellule, réparation de la cellule. La préparation. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, s'il vous plaît, cher, une question hors programme devant un déchaussement. Alors, déchaussement pour un malade non cancéreux auquel on a conduit diagnostic. Il y a une question concernant le déchaussement. Pour un patient non cancéreux, quelle est la conduite diagnostique? Pour les déchaussements, c'est un autre problème. La récession à la définition des facteurs étiologiques et des approches thérapeutiques en fonction de la classification. Donc, ça peut passer par une simple curetage façade, ça peut aller à un recouvrement à l'aide d'un lambeau, ça peut aller vers une greffe. Donc, tout dépend du stade de la récession gingivale. Est-ce qu'il y a des complications qui peuvent s'installer après l'utilisation d'anesthésiques avec vaso? Chez qui? Bon, il n'y a aucune complication qui a été soulignée, enregistrée sur un plan concernant les complications si on travaille avec anesthésie avec vaso. Donc, il n'y a pas de complications qui ont été mentionnées, que ce soit dans la littérature, ce soit dans les... Il n'y a pas de contre-indication de l'utilisation de l'anesthésie avec ou sans vaso. On sait pour soulager la douleur, c'est plutôt pour l'aphthose, pas pour les mucides, je m'excuse, mais ça donne de bons résultats. Très bien, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je viens de vous dire, même une simple préparation de grand-mère, ça peut soulager. L'utilisation du miel pour les aphtoses aussi. Le miel, les aphtes, les aphtoses et les stomatites qui s'installent après la chimiothérapie. Le miel, avec son effet anti-inflammatoire et son effet guérissant, il donne des très, très bons résultats.
Donc, c'est pour cette raison qu'on peut utiliser aussi l'application du miel. Alors, si votre malade développe une hémorragie après extraction, chez un patient sous chimiothérapie, à part les sutures et la compression, donc il faut chercher la cause de l'hémorragie, hein, l'extraction. Il faut voir, il fallait faire, avant de faire la chimio, enfin, l'extraction, il fallait faire un bilan, un bilan sanguin, d'accord, afin d'éviter cette hémorragie. Mais si elle s'installe, vous avez la compression, vous avez les sutures et la prescription de décinante, c'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire. Comment on utilise la lidocaïne et la triche? Alors, qu'est-ce qu'ils font pour la... C'est des préparations. Ils ne sont pas des préparations référenciées. C'était juste, généralement, les patients sont hospitalisés, on trouve des carpules d'anesthésie, d'accord? On essaye de mettre le contenu de la carpule d'anesthésie avec de l'aspigique à l'intérieur et on le mélange et on essaye de badigeonner, bien de faire une application avec une compresse sur la muqueuse, c'est tout. C'est juste c'est des préparations qui ne sont pas validées, hein, ni dans la littérature, ni dans les articles scientifiques. C'est juste des préparations afin de soulager. La lidocaïne et l'aspigique, c'est pour la douleur, pour soulager le malade quand il y a le malade et cette sensation de bouche chaude. Peut-on recommander un bilan et puis transfuser des plaquettes s'il manque de plaquettes? Ça revient à l'oncologue, pas au médecin dentiste. Ça, c'est le sort de l'oncologue. C'est au l'oncologue de prendre ce genre de décision. Peut-on recommander un bilan et puis transfusion? Donc ça, c'est l'oncologue qui prend cette décision. On n'a pas le droit de prendre ce genre de décision. Peut-on recommander un bilan et puis transfuser des plaquettes? La décision de la transfusion revient à l'oncologue, madame. On a le médecin dentiste et là, ses limites d'intervention. D'accord? Le médecin dentiste et là, ses limites d'intervention. Et les limites d'intervention, c'est ces limites d'intervention restent au niveau de la cavité buccale. Transfuser, ne pas transfuser, c'est à l'oncologue de le faire. Même si vous constatez qu'il y a un bilan, les plaquettes, le taux de plaquettes est basse, vous ne pouvez pas prendre cette décision. La prise en charge d'un patient cancéreux, ce qui est obligatoire, c'est le bilan sanguin. C'est le bilan biologique. C'est obligatoire. C'est le bilan biologique. C'est obligatoire avant de prendre le malade. La radio panoramique, est-ce qu'elle est systématique? Bien sûr, c'est obligatoire. Ça se pourrait qu'il y ait des racines résiduelles, ça se pourrait qu'il y ait des réactions périapicales qui ne sont pas visibles cliniquement. Donc, dans le bilan dentaire, vous êtes dans l'obligation de demander un cliché radio panoramique à la recherche des foyers infectieux, à la recherche des racines résiduelles, à la recherche des réactions périapicales. Pour Oui, pour la préparation bucco-dentaire avant la radiothérapie, avant la chimiothérapie, il faut une observation clinique détaillée complétée par des examens complémentaires. Les examens complémentaires, vous avez les examens radiologiques et les examens biologiques. Les examens biologiques, vous avez le bilan sanguin et les examens radiologiques, vous avez panoramique. Elle va vous permettre de voir tout, absolument tout. Le malade peut entamer son traitement et par la suite, il a une petite racine qui n'a pas été visible cliniquement. Il peut avoir un problème, une réaction. D'accord? C'est pour cette raison.
Ah, la brosse à dents électrique, elle est caractérisée par il y a les vibrations. Et c'est très douloureux pour le patient. D'accord? Donc, il faut éviter la brosse à dents électrique. C'est vibratoire. Les mouvements, ils sont vibratoires. Et ces mouvements vibratoires, ils sont très douloureux, que ce soit pour la muqueuse, soit pour la dent. Donc, de préférence, utiliser une brosse à dents manuelle, très souple, je précise, très, très souple. Oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire, un bilan sanguin et un bilan radiologique avant de faire une extraction chez un patient qui a subi. Hein. Est-ce qu'il est sous ou bien il a subi? Alors, pour quelle raison vous utilisez, les dentistes utilisent cette pâte? Quelle raison? Alors, je m'excuse pour la citer, mais plusieurs médecins dentistes préparent parodontax. Parodontax, c'est pour le saignement gingival, c'est tout. Pour un saignement gingival, et c'est très cicatrisant, et la guérison après détartrage. Alors, le détartrage, aux ultrasons, le détartrage, il est contre-indiqué. Parce qu'il y a un risque de bactérémie et risque de septicémie. C'est-à-dire, après la fin du traitement, le malade peut subir un traitement. Oui, le détartrage, il est contre-indiqué aussi. On n'intervient pas chez un patient sous chimio-radiothérapie. On n'intervient pas du tout. Ça y est, dès qu'il commence le traitement, c'est difficile de le récupérer. C'est pour cette raison qu'il faut faire la préparation avant. Alors, dans le cas où un patient néglige son hygiène, c'est le cas, normalement, ça se comprend. On annonce à quelqu'un qu'il a le cancer du côlon, vous pensez qu'il va faire faire une concentration sur l'hygiène, c'est difficile. C'est pour cette raison qu'à partir de mon travail de cette conférence, j'aimerais bien relier, essayer de créer un lien entre le malade et l'oncologue et le médecin dentiste pour faire une fixation sur l'hygiène bucco-dentaire. Parce que ce ne sera pas évident, je vous assure que ce ne sera pas évident. Parce qu'on a le cancer, on pense au risque vital engagé, on pense aux complications plus graves, la chute des cheveux, problèmes cardiaques, problèmes rénaux, la toxicité moléculaire. C'est très rare où on fait attention à sa cavité buccale. C'est pour ça que j'insiste sur le plan qu'il faut instaurer un programme d'hygiène bucco-dentaire en collaboration avec l'oncologue. Alors, la prothèse, il faut la vérifier. La prothèse, c'est la source c'est la source de désinfection. Et c'est la source des problèmes d'irritation des muqueuses fragiles. C'est pour cette raison que la prothèse, il faut la vérifier avant, avant de commencer avant de commencer la chimiothérapie. Donc, il faut vérifier cette prothèse. Il faut une collaboration entre l'oncologue et le médecin dans ce qui est rare chez nous. Il faut instaurer cette collaboration. Il faut participer à des journées de formation continue. Il faut poser des questions. Il faut se déplacer. Il faut demander à l'oncologue. L'oncologue, on doit faire des journées de formation avec les oncologues pour instaurer cette notion de collaboration. Si on arrive à instaurer cette collaboration entre le médecin dentiste et l'oncologue, je vous assure que votre patient ne risque rien sur le plan dentaire. Il peut passer sa chimio-radiothérapie sans souci dentaire. Donc, c'est pour cette raison que doit se faire cette collaboration, doit être imposée au niveau du ministère. Donc, la collaboration, elle doit être étroite. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le guide, c'est un travail personnel qui n'a pas encore été validé au niveau de la DAPR. Et on va essayer de faire, s'il y a une solution, de le valider au niveau du CHU Annaba et le déposer au niveau du CAC 136 cancer Annaba et pourquoi pas le diffuser. Alors, c'est un patient qui est candidat à une chimio-radiothérapie et qui est porteur de bridge ou d'implant. Oui. C'est quoi le problème? On dépose l'implant, on dépose les bridges? Jamais. Il peut subir son traitement. Par contre,
faut faire des contrôles, il faut vérifier, il faut éviter l'apparition de la périimplantite, il faut éviter l'apparition des infections au niveau du bridge. Non, le bâtonnet d'Arak peut être utilisé. Non, il est contre-indiqué. Il est irritant, il est très, très irritant. Ça vous coûtera, non, non. Un patient qui a subi dans l'historique de la chimio, un traitement chimio-radiothérapie dans les antécédents généraux, après le bilan obligatoire, le bilan sanguin, c'est obligatoire, même après l'arrêt du traitement. L'appel de la sensation des brûlures, quelle est la conduite à tenir? C'est la première étape c'est le premier stade de la mucite. C'est un érythème intense avec une sensation de brûlure. Donc, il faut humecter la cavité buccale, d'accord? Il faut utiliser du glaçant, m'appliquer du glaçant au niveau de la muqueuse pour refroidir cette sensation de douleur au niveau de la muqueuse. C'est pour ça, et ça se fait d'une façon régulière et c'est très efficace pour les malades. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie, je remercie votre attention. Inch'Allah, à d'autres rencontres pour une meilleure prise en charge du patient cancéreux. Je vous remercie.